Aujourd'hui, nul autre que Michel Labonté, ancien champion de taekwondo, ancien champion canadien et toutes sortes. On fait venir M. Labonté aussi pour son livre qu'il a fait paraître il y a quelques mois déjà. Alors, M. Labonté, bonjour. Bonjour, M. Brochu. Bonjour à tout le monde. Je suis content d'être à ton émission. Je te remercie de m'avoir invité. Ben écoute, on s'est vu mercredi à une rencontre patriotique à Montréal lors de la remise des prix. On a été, entre autres, appuyé notre président de la Fondation Équipe Québec, Stéphane Hallinger, qui fait du beau travail depuis plusieurs années. On va en parler en deuxième partie de l'émission. Mais si tu veux bien, on va parler en partant de ton livre. Que j'aimerais que tu nous le présentes, puis que tu te présentes aussi au public, parce qu'on a beaucoup de gens de la France qui nous écoutent aussi, puis j'aimerais te faire découvrir aussi à ces gens-là. Vas-y, Michel. J'ai des bons amis français en passant. Bonjour, mon nom c'est Michel Labonté. Je suis un gars d'une grosse famille qui est venu au monde dans un quartier dur de Montréal, au Chalaga Maisonneuve. J'ai vécu là, j'ai grandi, j'ai fait du sport, je me suis excellé dans certaines divisions. Je suis devenu champion de la province, pour commencer. Après ça, je suis devenu champion canadien. Et puis, j'ai représenté le pays dans plus de... J'ai représenté le Canada dans plus de 25 différents pays au monde. Et puis, avec succès. À des moments, j'étais le seul francophone dans l'équipe nationale du Québec. Un fier patriote, Michel, je t'ai vu dans plusieurs rencontres patriotiques. D'ailleurs, c'est là que je t'ai connu. Puis, j'ai aussi, je suis régulièrement ta page Facebook. Tu es un gars qui souvent n'a pas peur, qui n'a pas sa langue qui a pas la langue dans sa poche et qui prend parti dans plusieurs dossiers de la société. Dans le livre, j'aimerais que tu présentes le livre parce qu'après ça, on va parler de plusieurs histoires que tu vas me conter aujourd'hui. Ça, c'est le livre. C'est Une vie, un clan. L'histoire romanesque du combattant Michel Labonté. Le mot romanesque a été mis là parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de femmes. Il y en a qui disent beaucoup trop, mais moi, c'était correct, là. Et puis, le livre a été écrit par M. Jacques Potier. Puis, il ne faut pas oublier que Jacques Potier, c'est le même gars qui a écrit la biographie de Stéphane Ouellette et celle d'Arturo Gatti. Et puis, quand il a écrit, il a présenté, puis ils ont mis sur le marché la biographie d'Arturo Gatti, plusieurs journalistes québécois ont dit qu'il était probablement le meilleur écrivain québécois pour une biographie sportive. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou c'est lui qui t'a choisi? Moi, c'est une longue histoire. Mon histoire a commencé avec... il y a deux autres auditeurs qui m'ont appelé. Les auditeurs m'ont appelé. Maintenant, je ne peux pas nommer les noms d'auditeurs parce que par après, là, vous allez voir l'histoire vite, là, j'ai eu comme des conseils de ne pas nommer. Eux autres m'ont appelé, m'ont dit on forme des nouveaux éditeurs qui écrivent des biographies, puis on cherche des sujets. Et puis ton nom, on a parlé de certains journalistes, puis ton nom est sorti à plusieurs reprises. Fait que là, ils ont décidé d'écrire ma biographie. Mais de la façon dont ils le faisaient, ils ont mis 2 gars pour écrire ma biographie. Ces 2 gars, je ne connais pas, jamais vu de ma vie. Je ne sais même pas qui c'est. Encore aujourd'hui, je n'ai jamais vu. Mais là, on faisait ça par téléphone. Ça n'avait aucun sens, là. Ils m'appelaient à 7h30, 8h le matin, on parlait jusqu'à midi, on parlait de 2h à 6h, puis on parlait de 8h à minuit. C'était tous les jours comme ça, tous les jours comme ça. J'ai dit, je suis plus capable, on arrête ça. Ils ont suggéré qu'ils devaient rester chez moi parce que j'avais ma ferme. J'ai refusé, fait qu'ils ont laissé tomber le projet. Mais les autres m'avaient mis ça dans la tête. Jacques Potier, c'est un gars que je connais parce que c'est un gars, un fan fini de Mario Cusson. Il suivait Mario Cusson partout. Puis Mario Cusson, c'était mon protégé. Après ça, il est devenu mon beau-frère. Après ça, il a marié ma soeur. Il a eu des enfants avec ma soeur. Et puis, je connaissais Jacques Potier. J'ai appelé Jacques Potier, puis j'ai conté mon histoire. J'ai dit, veux-tu l'écrire, le livre? Il dit, oui, mais ça coûte cher. Ça coûte cher d'écrire un livre. Puis il dit, je peux pas le faire à temps plein
Parce qu'il dit Arturo Gatti et Stéphane Ouellet, ça a pris entre 3 ans, 3 ans et demi. Toi, je peux le faire à temps partiel, puis ça va aller 6-7 ans. J'ai dit OK. Là, on a pogné des commanditaires, on a ramassé de l'argent. Et puis, j'ai mis beaucoup d'argent de ma poche. Ça a coûté 40 000 $ faire le livre. OK. 40 000 $ ça a coûté. Puis ça, c'est pour écrire le livre. Après ça, il faut le faire imprimer, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça coûte 8 600 $ par 400 livres qu'on fait imprimer. Wow. C'est dispendieux. Mais c'est un projet, puis il est fait, puis il est fini, puis je suis content qu'il soit là. La vente va bien. La vente va bien, puis je suis content que j'aime ma biographie. C'est quelque chose à laisser à mes petits-fils. Bien sûr. Puis Michel, quand on a parlé en coulisses pour préparer l'émission, moi, je m'attendais à avoir beaucoup de détails de surtout ta carrière comme sportif, parce que tu as brillé au niveau international. On va parler de ça, si tu le veux bien, en partant, pour ensuite aborder la partie intéressante aussi de ton livre, qui est on apprend beaucoup sur l'histoire de Montréal des années 50, 60. 60, 70, dans les temps durs, où ce que ça ressemblait même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde sont venus fous quand il y a eu la guerre des motards qui a duré de 90-92 jusqu'en 2003-2004. Le monde est venu fou, 180 mètres. C'était de la petite bière à côté dans ce temps-là. Regarde ça pour l'autre partie de l'émission. Oui. Parle-moi tout d'abord de tes exploits sportifs, parce que je le sais que tu es un gars assez humble je veux qu'on en parle. Tu as commencé ça où, le taekwondo, dans ta vie? Moi, là, pour vrai, en 1970, moi, d'abord, là, on va à l'école primaire où j'étais tough. Ben, j'étais tough. J'étais pas tough, mais j'étais pas peureux. J'ai jamais été intimidateur, mais je me suis tout le temps défendu. J'ai tout le temps défendu sur les faibles. Les faibles qui se laissent faire, je les ai tout le temps défendus. Moi, je voulais faire de la boxe. J'avais 13 ans, je voulais apprendre à boxer. Je faisais 2-3 fois parce qu'à cette époque-là, quand on allait à l'école au primaire, puis tu redoublais, là. Tu recommençais à ta 3e ou tu recommençais à ta 4e. Quelqu'un qui avait doublé 2-3 fois, quand tu arrivais à 6e, 7e, où j'avais 13 ans, il y avait 16 ans. Là. C'est deux mondes complètement différents. Aujourd'hui, 50 ou 53, ça ne paraît pas, mais entre 13 et 16, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes. Donc, tu t'es retrouvé avec des élèves de 3 ans plus jeunes, si je comprends bien. Ben, moi, je me retrouvais avec des élèves 3 ans plus vieux, moi, je n'ai jamais redoublé. Ah, OK, excuse-moi, je prends. OK. Ouais, parce que quand j'avais 13 ans, là, les gars qui écœuraient et qui étaient tough, c'était des gars de 15 et 16 ans. Là. Ah oui, OK, excuse-moi, j'avais pensé le contraire. Ah ouais, continue. Je vais te conter une anecdote. À un moment donné, il y avait un gars, un nommé Bradette, Serge Bradette. Il s'est fait tirer dans un bar, ça s'appelait La Paysanne des années 80. De des bombes, là. Mais il venait à bataille, puis il perdait tout le monde, puis je me suis battu avec, puis il m'a planté. La semaine d'après, je loué, je pars à courir, je chauffe dessus, il me plante encore. En tout cas, il m'a battu assez souvent, là, qu'enfin, il se sauvait pour me battre. Ah ouais! C'est là que j'ai dit, il faut que je fasse la boxe, j'apprenne à me battre. Et puis, il n'y avait pas de gymnase de boxe dans mon coin, il y avait un gymnase de karaté. Ça s'appelait la caserne, parce que c'est une caserne de pompiers. Puis au deuxième, il y avait des œuvres. Puis c'était un nommé Denis Langlois. J'ai commencé à faire les arts martiaux avec lui, à 13 ans. Après ça, il y a eu 14, 15 ans. Le tournoi, qui est de beaucoup le moins populaire, mais dont je suis le plus fier, c'est que j'avais 15 ans. Puis à cette époque-là, là, il arrivait, il commençait à avoir l'air de Bruce Lee qui arrivait. Puis là, en 73, c'était fou, là. Toutes les écoles d'arts martiaux débordaient. Mais là, on est en 70, 71. Puis il y a un tournoi de US Open qu'il y a au Madison Square Garden à New York. Mais nous autres, dans notre école, il n'y a personne qui allait. Fait que j'ai essayé de rejoindre d'autres écoles, je n'étais pas capable. Mais à l'âge de 15 ans, là, 15 ans, avec, j'ai 26 ou 36 piastres dans les poches. Je suis parti sur le pouce. J'ai passé aux lignes de l'école avec un baptistère. En ce temps-là, c'était correct. Prends ton baptistère, OK. Rentré, je me suis rendu à New York le vendredi. J'ai couché dans le parc à côté du Madison Square Garden. Le samedi matin, j'ai été m'inscrire. Puis là, ils ne voulaient pas m'inscrire parce que j'étais un junior. J'avais 15 ans. Puis il n'y avait pas d'équipe junior qui se battait. Fait que je me suis inscrit dans les seniors.
Ils ont critiqué, mais finalement, j'ai réussi. Ils m'ont pris mon inscription d'enseignant. Et puis, j'ai gagné la première place. Wow! Mais, écoute, je ne me rappelle même pas, c'est 15, 16 ou 17 combats dans la même journée. Dans la même journée. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Chuck Norris. Parce que Chuck Norris est venu me voir, puis il me donnait la main, puis il me dit, ça fait la première fois que je vois un junior gagner dans les seniors. J'ai dit, get used to it. Habitue-toi, parce que ça va arriver encore. Ah ouais! Wow. Ça, c'est le tournoi là, dans lequel que je me rappelle. Je l'ai gagné bien, le tournoi. C'est le fun de gagner le US Open comme ceinture noire. J'étais à Binghamton, New York. Une autre fois, je l'ai gagné en équipe au Madison Square Garden. Je me suis battu pour les Jeux panaméricains, Jeux nord-américains, championnats dans des pays sud-américains. Mais ça, c'est le tournoi dont je suis plus fier. C'était juste ceinture verte dans ce temps-là. Là. Après ça, on a construit les ceintures noires. Là, elle est jusque dans les années 77. Il y avait beaucoup de Canadiens français dans le taekwondo, mais à cette époque-là, c'était tous les styles de karaté mélangés ensemble. Où est-ce que c'était des compétitions? En 77, le taekwondo s'est séparé des autres, puis a commencé à devenir juste des tournois de taekwondo. Mais là, c'était différent, parce que là, c'était 3 rounds, 2 minutes, full contact, contrairement au système de pointe. Dans le temps du système de pointe, tu avais les meilleurs, c'était tous des Québécois. Tu avais Daniel Richer, Pierre Bergeron, Pierre Mercier, Guy Filion, c'était tous des Québécois. Quand on a changé pour s'aller dans notre affaire, cette génération-là, c'est comme estompé. Là, ça a recommencé tout en nouveau. Puis il y a des années où j'étais le seul francophone dans l'équipe. Okay. Mais les 5 années que j'étais champion canadien, j'ai été capitaine de l'équipe canadienne. OK. Et donc, là, tu as connu le Canada anglais. Tu as eu des coéquipiers d'un peu partout du Canada? D'un peu partout à travers le Canada. Mais pour vrai, l'équipe était surtout faite de Québécois. Anglophones, mais Québécois. Okay. Québécois. Les meilleurs étaient ici. Là. Des Ashley Castagneda, Jersey Long, Daryl Hannigan, Yves, Raymond Bourrade. Ça s'explique comment, ça, qu'on ait eu le haut du pavé dans les sports de combat? C'est parce qu'on a des très bons entraîneurs? L'explication de tout ça, là, c'est Maître Chong Li. Maître Chong Li, on était la meilleure école. De 78-79 aller jusqu'en 86-87, la World Taekwondo Federation, la Fédération mondiale de taekwondo, dont c'est une discipline olympique, là, pendant 8 ou 9 ans de temps, dans leur journal annuel, ils marquaient qu'école pour école, l'école de Maître Chong Li était la meilleure école au monde. Elle était située où, Michel, précisément à Montréal? Saint-Laurent puis Fayon. Wow. Juste sur le coin du 2e étage, mais d'être un petit peu plus au nord, juste en face du Parc Jarry au 2e étage. Est-ce qu'elle est encore là? Puis est-ce que ça l'a donné des petits, ça, plusieurs entraîneurs? Oui. À un moment donné, tu avais comme 50 écoles Chong Li à travers le Québec, mais qui n'étaient pas à Chong. Comme les élèves de Chong ouvraient des écoles sous le nom de Chong Li Taekwondo, enseigné par Raymond Mourad, Chong Li Taekwondo, enseigné par Michel Labonté, Chong Li Taekwondo, enseigné par Ashley Castagneda. Fait que tu as eu ton école toi aussi. Mais définitivement, l'école de Chong Li, c'était la clé du succès. On se faisait inviter gratuitement par l'équipe américaine, le high standing, l'association des équipes américaines, ils nous invitaient gratuitement. On allait partout au Colorado, s'entraîner avec eux autres, parce qu'ils se demandaient comment ça se fait, quel genre d'entraînement qu'on fait pour avoir des gars si bons que ça. On oublie souvent, Michel, que le sport, là, c'est avant tout des bons entraîneurs. On a au Québec, dans plusieurs disciplines, excellé grâce à de bons entraîneurs. Hein? Tout le monde de là, ouais. Tout le monde de là, c'est dommage où est-ce qu'on s'en va, parce que il y a bien des entraîneurs, comme encore là, un entraîneur de hockey, là, il va être crucifié parce qu'il criait après ses élèves, les joueurs de hockey. Un autre parce qu'il a donné une claque sur une fesse. Il s'est rendu trop là. Même chose que dans le milieu scolaire. Le bon, là, celui qui est bien, bien bon, là, on veut pas que ça s'améliore, on veut que c'est moins bon pour pas qu'il fasse sentir les sans-dessins faibles.
On s'en va d'une société malade. Puis dans le sport, ils font à peu près la même affaire. C'est un petit Wayne Gretzky dans la gang, là, puis tu dis, hey, ralentis un petit peu, là, les autres ont tous jaloux, là, puis c'est pas le fun. As-tu qu'il faut qu'il fasse attention pour scorer de but parce qu'il veut pas rendre les autres jaloux? Hein, non? Hey. Michel, si Mais, tu le veux bien, on va ajouter à la discussion Robert Bob Sirois, que je vois qui est en coulisses. On va continuer à éplucher ta carrière, puis on va ensuite parler de ton livre. Bob Sirois, bonjour. oh, bonjour, Robert. Salut, Michel. Salut, Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien. M'entendez-vous? Oui, on t'entend très bien. Donc, on est en train de regarder la carrière de Michel et parler du rôle important des entraîneurs. T'avais-tu 2 mots à dire là-dessus? Quels que soient les sports, si on n'a pas d'entraîneur, c'est très difficile. Même souvent, il y a des athlètes qui vont s'exiler. On a juste à prendre dans le monde de la boxe. On reçoit souvent des athlètes de l'extérieur parce qu'ici, on a une expertise en termes d'entraînement de boxe. Tu pourrais-tu m'en dire 2, 3 mots, Bob, là-dessus? J'ai beaucoup de difficulté à vous entendre, mais j'ai compris ce que tu disais. Là. Je sais pas pourquoi, là, ça rentre mal. Peut-être la température. Mais non, j'ai entendu ce que tu disais. Là, et, au Québec, dans tous les sports, dans presque tous les sports, on a des entraîneurs de haut niveau. Je vois pas de... Il n'y a pas de problème au Québec avec trouver des bons entraîneurs. Le problème au Québec, c'est maintenant, c'est d'avoir des athlètes passionnés dans tous les sports, et ça, c'est très difficile. Nos jeunes sont moins actifs qu'à notre époque. Michel Labonté, c'est de mon âge, Michel, peut-être plus jeune. C'est ce que je disais tantôt, là. C'est Vas-y, continue, Robert. les jeunes d'aujourd'hui, les déplacer pour s'entraîner puis pour jouer puis s'activer, c'est très difficile. Là. Puis tu les vois là, tu vas au parc. Moi, il y a un grand parc pas loin de chez moi. Il y a une plage aussi. Je suis à côté du Lacron à Saint-Adèle. Et l'été là, c'est plein de jeunes au Lacron. Sont-tu dans l'eau? Seulement quand ils ont bien chaud. Le reste du temps, ils sont assis, ils sont en train de pitonner sur leur maudite tablette. On n'avait pas de tablette dans notre temps. Moi, je pense mais que non, c'est ça que j'expliquais tantôt. Puis là, en plus, Robert, l'entraîneur, il faut qu'il fasse attention. Faut pas qu'il crie après. Faut pas qu'il donne une claque sur la fesse. Faut pas qu'il mette le bras l'entour du cou. Faut pas que... Tabarnak! On fait on devrait faire une équipe, un jour de tapette, de femmelettes, de sur... Fais attention, il y a M. Gauthier qui a été suspendu sur les réseaux sociaux pour avoir sorti ce terme-là à l'endroit de je sais, mais regarde, c'est-tu rendu fou? C'est rendu fou? Là, il y a un petit gars à l'école, là, qui vient de se... On ne doit rien dire. Il y a un petit gars à l'école qui vient de se mettre dehors parce qu'il dit que les gens, tu viens au monde homme ou tu viens au monde femme. Arrête de me dire là, que moi, je suis pas de même, puis moi, je suis pas de même, puis je suis pas de même. C'est vrai. C'est vrai. S'il y en a un qui vient au monde, là, puis qui dit, moi, je suis un chameau, mais qui tombe malade, on l'envoie à l'hôpital de Saint-Hyacinthe, quoi. Exact. Ça, là, c'est le Parti démocrate Biden, sa gang aux États-Unis, là, avec les woke, là. C'est rendu archi fou. Ben oui. Ça n'a plus aucun sens. C'est rendu que des hôpitaux aux États-Unis qui font des chirurgies sur des enfants pour les changer de sexe. C'est grave. Ben c'est grave. Moi, je pense qu'il y a un paquet de malades mentales. Les fous sont rendus en charge. C'est pas compliqué, là. Les fous sont rendus en charge. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Même comme entraîneur, là, j'entraîne des petits culs. Puis là, tu leur montres comment faire un exercice, comment donner un coup de pied, puis ils tombent en coller un à l'autre, tu les sépares, faut que tu fasses attention, là. Il faut que tu mettes la main là, oh! Là, tu te pognes par les culottes en train de tirer, oh, t'as essayé de te pogner. C'est rendu fou. C'est rendu fou. C'est rendu fou. On fait. Tu peux pas faire un athlète comme ça, là. Non. Demande à Crosby, demande à Robert. Moi, quand je m'entraînais, là, il avait le droit de me dire de fermer ma gueule puis de demander dans mon coin, là. Ouais, j'avais pas raison, là. La discipline là n'existe plus. La vraie discipline là,
des athlètes disciplinés. Fait que déjà, moi je me souviens, là, écoute, je jouais au hockey, je jouais au baseball, je jouais au football, je faisais de l'athlétisme, et puis j'étais toujours actif, mais pas juste moi. Tous les petits culs dans la ruelle, là, c'était la même chose. Tout le monde était dans toutes sortes de sports. Maintenant, le tabarnouche, il y a une belle grande patinoire extérieure à Saint-Adèle, en plein centre-ville. Là. Pas dans le champ, pas dans la montagne en haut caché. Là. Une belle grande patinoire extérieure. J'ai passé là presque à tous les jours, tout l'hiver. C'est vite. 1, 2, 3. Écoute, quand j'en ai vu 4, là, je dis, oups, il y a un party à soir là. Dans notre temps, Robert, là, il y avait des patinoires dans tous les parcs. C'est ça. Toutes les patinoires étaient pleines. Exact. Toutes les patinoires étaient pleines. En plus, on jouait au hockey dans la rue. Ouais. On joue au football dans la ruelle. Nous, quand moi j'étais jeune, les ruelles n'étaient pas pavées, c'était toutes des ruelles en terre. On joue au football pour au baseball dans la ruelle. Ouais. Je ne vois plus d'enfants dehors. Puis quand il y en a, le monde appelle et dit ils font du bruit. Ils font du bruit, il ne faut pas qu'ils fassent de bruit. Puis les gars, on a besoin vraiment d'associations sportives pour organiser des activités sportives. Moi, quand j'étais jeune, j'appelais mes chums. C'est pas mes parents qui organisaient un match. J'appelais, puis si on était 4, on jouait au baseball, je m'en rappelle à l'époque, à la balle noire. Fait qu'on allait au bâton chacun notre tour. Si on était 10, on jouait à 10. Mais c'est pas nos parents qui nous organisaient nos activités. Non. Puis on sortait de chez nous, puis on allait cogner chez notre chum le bord de la rue, puis on partait avec 2 gars, puis on allait sur l'autre rue chercher Gilles, puis après ça, on allait sur l'autre rue chercher Pierre, puis là, on disait à Gilles, Pierre, va chercher Marc puis Claude, nous, on va aller chercher 2 autres, on se ramasse aux pattes. Et là, ils se textent, puis ils sont fâchés, là, c'est long s'ils répondent pas, là. Ah non, ouais. On devrait faire une génération. Einstein a dit, quand que la technologie surpassera les contacts humains, on aura une génération d'idiots. On s'en va là. On s'en va là. On s'en va là. On l'est déjà, là. Regarde. Là, t'es rendu, tu dis le mot tapette, c'est un autre. Tu n'as pas le droit de dire le mot qui commence par N, là. Hey, si tu dis ça, là, hey, c'est grave, ça. Eux autres s'appellent tous des négros. Mais toi, si tu le dis, là, hey, t'es un raciste, t'as pas de bon sens, ils te bannissent, ils te mettent dehors de l'État. Tu t'envoies une lettre rouge, je brûle ta maison. Des fous! C'est certain. Bon, regarde, Justin Trudeau, qui est à la tête du Canada, est un leader de ça. Tu sais, c'est Macron en France, c'est la même chose. Fait que Biden, ça gagne, c'est la même chose. Même chose. Le monde est. Bon, je dis, c'est les fous sont en charge. Ah, c'est ça. C'est des dérangés psychologiques qui ont pris le contrôle. Exact. Les fous sont en charge de leurs îles. Exact. Ah. Hey, les gars, on va essayer de s'encourager. Mercredi dernier, on a participé à un bel événement qui a honoré le président de la Fondation Équipe Québec, Stéphane Allinger. On va avoir d'ailleurs quelques images, si vous le voulez bien. Pour ce qui en est de tout ça, moi, je félicite Robert. C'est Robert qui était le premier dans la gang qui a commencé. Je me rappelle, de 10 ans, 15 ans, on allait à la Société de Saint-Jean-Baptiste, puis Robert s'assistait avec tout le monde pour avoir les équipes du Québec, les équipes sportives nationales du Québec partout. C'était le premier qui en a parlé, selon mes connaissances. Là. Michel, c'est parce que tu étais pas... Michel, j'ai pris la relève de Maître Guy Bertrand. Maître Guy Bertrand fut le premier au milieu des années 70. Il est revenu à chaque décennie. Et puis moi, quand j'ai rédigé mon livre Le Québec mis en échec, dont la conclusion était que ça prenait absolument une équipe nationale junior pour participer dans les championnats du monde, pour donner de la visibilité à nos hockeyeurs. Et puis, c'est de là que j'ai vraiment parti cette machine-là. Et puis, oui, ça fait exactement 15 ans. C'est ma 15e année que je suis au front pour ça. Et puis, la Fondation Équipe Québec, avant que tu mettes le vidéo, André Matteau et moi l'avons mis sur pied. Et puis, à un moment donné, on a dit, écoute, j'ai un certain âge, André a un certain âge. C'est une fondation pour les jeunes. C'est le Québec dans tout, là, que ce soit culturellement, que ce soit politiquement,
ce soit sportif, il faut que nos jeunes prennent la relève. Alors, on a passé le flambeau à Stefan Ellinger, qui est le fils d'un immigrant suédois. Puis son père est arrivé ici en 1966. Puis il me disait que ça faisait 2 jours qu'il était au Québec, qu'il était déjà indépendantiste. Oui, c'est vrai. Fait que Ellinger fait un travail extraordinaire, les gars. Et puis, je te laisse la parole, Carl. Ben, moi, les gars, j'ai connu Stéphane Ellinger en faisant de la radio à Radio Infocité. Puis, je tiens à te remercier, Bob, d'avoir mentionné Radio Infocité aussi dans cette aventure-là, parce que les patrons ont toujours travaillé fort pour cette idée-là. Puis, moi, j'ai connu Stéphane à ce moment-là. J'animais une émission de sport avec lui. Ils m'ont accepté dans leur groupe. Puis moi, les gars, je fais la promotion de tout ça. À l'époque, je faisais des petites chroniques dans une radio de la Beauce aux alentours de 2005. Et moi aussi, ça fait à peu près 15 ans que je rêve d'avoir, entre autres, une équipe junior dans le temps des fêtes. Puis je tiens à vous noter, les gars, que je regarde cette année comment les médias de masse ont mis l'accent, surtout au Québec français, sur le mythe de cette équipe-là, l'équipe junior canadienne. Il n'y a pas entre autres, à Choix FM, Chic FM, 96.9. Il faisait des reportages quasiment toutes les demi-heures sur Équipe Canada. Qu'est-ce que ça allait faire ce soir? Les animateurs faisaient beaucoup. On voit que chez les dirigeants canadiens, ça serait un message très fort d'identité, un signe très fort d'identité québécoise qui donnerait une fierté à toutes les années dans le temps des fêtes. Et je comprends pourquoi ils mettent encore plus de pression, surtout dans le cadre où, cette année, Isabelle Charest, la ministre, avait l'occasion, pendant le scandale sexuel qu'on a vécu à Équipe Junior Canada, où il y a des associations québécoises qui se sont distancées de Hockey Canada. Isabelle Charest s'est assise sur ses mains et n'a strictement pas voulu embarquer dans ce beau projet-là. J'aimerais avoir vos commentaires, les deux, là-dessus. Le scandale qu'il y a avec le hockey junior du Québec là, au championnat du monde avec une fille qui s'est fait abuser sexuellement. Oui. Ça a dû être settlé en quelques semaines. Quand le monde a entendu parler, le ménage aurait dû être fait dans les semaines qui suivaient. Là, ça fait 2-3 ans de ça. Là, on chiale encore. Là, il y en a un qui est là, puis l'autre est venu, puis l'autre. Puis là, les commanditaires s'en vont, il y a zéro un autre. Ça aurait été dans une couple de semaines. De deux, je ne les blâme pas là, de débarquer, puis tout le monde, personne ne veut s'associer avec eux autres. C'est une association qui ne met pas l'argent qu'ils devrait mettre dans leur affaire. C'est pas normal qu'une association sportive ait en banque 150 millions de dollars. Elle fait que 150 millions de dollars. C'est pas de mettre ça pour aider les places, les plus petites places, partir du hockey où il n'y en a pas. Faire une connaissance de meilleure du hockey, que ce soit aux Indiens ou d'autres choses. Cet argent-là, c'est pour être là. Qu'est-ce qu'ils font 150 millions en banque? Ça n'a pas de bon sens. Tu t'en penses, Robert? Moi, je pense que c'est un scandale qu'il y ait autant d'argent dans leur compte de banque. Puis encore un petit scandale qu'il y ait un compte de banque à part pour régler hors cours les problèmes sexuels ou autres, puis les poursuites qu'ils ont contre eux. Ça, là, c'est encore un plus gros scandale. Ça n'a pas de bon sens, ça existe, là. En plus, Robert, là, l'association entre deux autres, là, qu'est-ce qu'ils font? À toutes les fois que ce soit le hockey pour les femmes qui gagnent une médaille d'or olympique, que ce soit les gars qui gagnent une médaille d'or olympique, qui gagnent un championnat mondial, ils arrêtent des bagues à 25-30 000 $ chaque. Là, tu as le directeur, tu as l'assistant, tu as la secrétaire, tu as le secrétaire du secrétaire, tu as le beau-frère du beau-frère qui a fait un... Ils ont tous des bagues. C'est pas normal, l'esprit. C'est quoi cette affaire-là? Puis l'association est tout le gars avec le frère de sa belle-sœur, avec le cousin de son oncle, c'est toute la famille qui est là. C'est rendu du ridicule
Total. Je vais laisser Robert finir ce point-là. OK, Puis j'ai vas-y, d'autres Robert, choses je à vous m'excuse dire. d'avoir Vas-y coupé. Là. donc, Bob. C'est Oui, ma non, mauvaise non, habitude quand je non, parle. vas-y. Mais écoute, en gros, il est temps, plus que temps, que le Québec ait ses propres équipes féminines, juniors et seniors hommes au hockey. Présentement, les gars, on va avoir plus de 200 athlètes cette année qui vont être en Europe représentant le Québec. En Autriche, 90 athlètes. C'est les Jeux olympiques des 12-17 ans. Ça s'appelle les United World Games. Le commanditaire principal, c'est l'UNESCO. Et le Québec a été accepté comme nation participante. Fait que pour la première fois dans notre histoire, on va avoir une délégation de 90 jeunes, 45 filles, 45 garçons, qui vont parader avant le début de ces Jeux United-là, avec les États-Unis, avec le Japon, avec la France. Première fois qu'on va voir notre drapeau du Québec là. Et il y a une délégation de 400 parents et accompagnateurs qui vont être dans les estrades. Ça, c'est à la fin du mois de juin. La semaine d'après, c'est les championnats du monde de hockey-ball en République tchèque. On est champion du monde, catégorie homme, catégorie femme. On a 60 athlètes qui vont être là, en portant nos uniformes. Fait que les équipes nationales, y existent présentement. Les médias, on n'en parle pas. Ouais. Ou très peu. Marc Defoe en a parlé. Mais on va pousser pour qu'il y ait... Moi, je m'en vais là-bas en Autriche, puis si je peux, vu que c'est la semaine d'après, me rendre en Slovaquie pour prendre des vidéos, pour montrer, faire des montages. Mais nous existons, Équipe Québec. Et puis, à un moment donné, s'il y a une pression populaire, si on peut passer ce message-là aux Québécois que nous existons, le groupe, ça gagne de peureux. C'est des peureux, là. Pas se tromper, là. Ce sont. Mon père, t'as connu mon père, toi, Michel? Mon Ben, père écoute, disait moi, les je me Canadiens garde une français. anecdote. Je me garde pour une anecdote après avec son père. Okay. Comment est-ce qu'on se servait de Bob Sirois pour pas que son père nous chicane? Je reviens avec ça plus tard. Vas-y. Mon père, c'était un franco-américain. Il est venu au monde aux États-Unis, mon père. C'est un Américain. Mais mon père disait des Canadiens français, souvent, il disait c'est des pissous. Et puis, on se souvient de ce terme-là, des pissous. Politiquement parlant, le Québécois est un pissou. Dans son travail, dans un paquet de choses, c'est un travaillant, c'est un fort, c'est un courageux. Mais quand vient le temps de parler politique, on est pissou pas à peu près. Vas-y, Michel. Ça, là, c'est de l'éducation, là. C'est la même chose d'éducation qu'on leur donne aux enfants, là, à l'heure actuelle. Là, on n'enseigne plus l'histoire. Là, c'est peu important qu'on sache que les patriotes sont morts. C'est peu important qu'on dise c'est Jacques Cartier, puis Christophe Colomb, puis Ville-Marie qui a fait ci, puis Maisonneuve. C'est peu important, ça, là. Là, qu'est-ce qui est important, là? C'est de dire aux jeunes, là, on va faire rentrer deux drag queens qui vont venir vous aider. Puis vous allez voir que c'est le fun à être drag queen. On va faire rentrer un trans, là. Toi, c'est le fun d'être trans. Là. Fait que là, tu qui allait chez eux, là, il y a 6-7 ans, puis il dit à son père, demain, je vais mettre une robe avec des talons hauts pour aller à l'école. Ah, c'est ouais, tu vas prendre des fous, Christy. Mais c'est ça qu'on enseigne aux enfants. L'enfant n'a plus le droit. Il ne peut plus se prononcer. Le petit gars qui s'est prononcé, quand tu viens au monde, tu as un pénis, c'est un homme, tu as un vagin, tu es une femme. Dehors d'école, maudit chien, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu peux être un homme dans ton corps, mais un homme corps, mais dans ta tête, tu peux être une femme. Ouais, tout à l'heure, on va dire, tu dois être un chameau, tu dois être un lapin, aussi dans ta tête. On t'envoie, tu tombes malade, on t'envoie soigner par un vétérinaire. On est rendu une société complètement malade. Mais c'est l'UNESCO qui dirige l'éducation. Puis là, ils sont en train de montrer, de former des esclaves heureux. Ils disent pas oui, ils disent pas non, t'as pas le droit, tu sais pas si. Lui, il dit oui, ok, c'est correct. On suit, on ferme notre gueule, puis on n'ose pas critiquer, puis on n'ose pas dire notre opinion. Parce qu'on va être critiqué. C'est la même chose dans le temps du vaccin. Oui, c'est ça. Écoute, le vaccin, là, la crise COVID a fait l'affaire de la mondialisation comme pas à peu près.
Tout le Ben, monde chez vous, personne n'a gueulé. Ben oui, il y en a qui ont gueulé. c'est le nouvel ordre Mais je veux mondial, dire, c'était ça. c'était partout sur la Terre, c'était ça. C'est les Ça, c'est pharmaceutiques qui contrôlent. Là, on apprend de plus en plus que les vaccins, c'est juste de la maudite merde. Puis, de la marque. Là, ok, il y a des total. compagnies qui ont été accusées à cause du ARN qui ont mis des vaccins. Hey, Écoute, présentement, les chiffres c'est que tu as ouais. 40% plus de décès dans des jeunes entre 20 et 35 ans, crise cardiaque qu'il y en avait avant. Voilà. Il y a un paquet de problèmes. Et le nombre d'athlètes, là, une grosse étude, un gros documentaire qui s'en vient sur le Ben nombre là, de joueurs de soccer, d'athlètes qui sont décédés de crise cardiaque pendant pendant la performance, plus de ben, encore 200 en oui, un an et demi. Plus de oui, Hey, ça, 200 ça en n'a un pas hey, de an les et bon gars, sens, demi. 2 secondes. oui, Hey, les ça gars, n'a pas de bon sens. j'ai Mais besoin de on parle du vaccin. votre éclairage, les gars. 2 secondes. Michel, dis-moi donc un peu les chiffres d'un sport de combat, toi qui es proche de ça. Est-ce que c'est une légende, cette affaire-là? Ben, c'est vrai qu'on a des athlètes qui meurent subitement. Bon, on a tu prends comme Mais oui, Marvin Hagler. Marvin Hagler, il a reçu la piqûre, il est mort. Là, parce que ses noms ne viennent pas, j'ai 2, 3 boxeurs qui ont reçu l'injection. Puis, dans les jours qui ont suivi, ils sont morts. Tu as le petit joueur de football, le petit gars de 17 ans, là, qui vient de mourir, là, joueur de football, un Québécois à Laval, je pense. Il Ah est mort oui? d'une crise de cœur dans son sommeil à 17 ans. Comment ça qu'on n'entend pas les parents de ce gars-là? ben, parce Tout est que les caché. médias s'en occupent pas. Les Tout est médias caché. sont Les pas. médias ne veulent pas le dire. Là, les médias, C'est c'est ça. vrai que ça, là, ils nous diraient, oui, c'est vrai, j'ai été menteur pendant 2 ans de temps. Là, on m'a décidé de me dire la vérité. C'est sûr que les médias voulaient tout nous cacher. Là, Télémétropole, TVA, il manque là, 130 personnels en dedans vont être mis à pied, 225 sur la route vont être mis à pied parce qu'on manque de fonds. Ils n'ont plus le 13 millions par mois là, de logos pour les subventionner pour endoctriner le peuple comme ils l'ont fait. Bob, tes commentaires. Dans le monde du hockey, tu suis beaucoup le sport aux États-Unis. C'est une légende, ça, qu'il y a des athlètes qui meurent subitement? Ben, au hockey, à date, non, là. Mais dans plusieurs autres sports, oui. Tu as même un joueur professionnel de football, tu en as eu au collégial. Écoute, comme je te dis, il y a une entreprise qui est en train de communication qui est en train de créer un documentaire avec les vrais chiffres. Fait que les vrais chiffres s'en viennent d'ici à peu près, je pense, ils ont dit qu'au printemps, quelque temps au printemps, ce documentaire-là va sortir avec les faits. Les faits. Les photos de ces personnes-là, les dates de décès, à quelle mort de quoi. Et puis, je pense qu'on va tous tomber à terre quand même. Tous tomber à Ben, terre. Parce que ça va être encore plus gros que qu'est-ce qu'on pense. même moi, là, j'ai des amis Ah oui, médecins. hein? J'ai des amis médecins. Il y en a un en particulier qui est neurochirurgien. J'en ai 2, 3. J'ai beaucoup de monde. À l'Institut de cardiologie de Montréal, ils ont une 50aine de cas d'enflement de l'enveloppe du cœur, de myocardie, Myocardite, ouais. myocardite. Et puis, tous les cas, toute la gang, c'est causé par le premier vaccin. Le premier vaccin qu'ils ont eu. Bon, comme ça, ils ne nous en parlent pas de ça. Personne ne l'a dit, ça. Hey, Ils ne non, comptent rien. Ils ne comptent rien. Écoute, les gars. logiquement, là, on va juste une petite pause sur le vaccin. Tu prends les gars qui ont gagné des prix Nobel de la médecine, comme Luc Montagnier, Christian Perron, Didier Raoult, le docteur Perron, prix Nobel de la chimie, Mike Merritt, vice-président de Pfizer, Michael Yeadon. Ils ne nous demandaient pas de ne pas se faire vacciner. Ils nous suppliaient de ne pas se faire vacciner. Puis nous autres, ici, là, on écoute le ventologue, parce que c'est un ancien urgentologue qui a reviré ventologue, le Doug Guérin, qui a dit « Ouais, mais c'est parce que les vents étaient dans la bonne direction, les vents. » C'est bang, d'accord. Il a dit « Tu fais un party, mets 2-3 fans du bon côté, t'es correct. » Puis un comptable qu'on a comme ministre de la Santé, qui vient nous dire « Non, ces gars-là, là, c'était sans dessin, ils ne savent pas de quoi ils parlent. » S'il vous plaît, là. S'il vous plaît, le monde est tellement ignorant. Un paquet de bisons qui suit le troupeau vers le précipice. Hey, les gars, on va s'en reparler de ça. OK, là, les on études parle pas vont du vaccin. sortir. Oui, c'est ça. On va s'en reparler de ça. Je suis toujours ouvert à vous recevoir à nouveau
parce que vous êtes deux messieurs qui avez eu une carrière sur la scène internationale, puis vous connaissez bien, vous avez des contacts de partout, donc vous êtes au fait de toutes sortes d'événements. Fait qu'on va en reparler. OK. Là, Carl, vu qu'on change de, vu qu'on change de sujet, je veux juste conter une petite anecdote oui. de ton père, Robert, qui était Georges Sirois. Georges Sirois, c'était le surintendant qu'on avait dans notre département, le département de l'embouteillage. Et puis, Georges, c'était un gars quand même. Il fallait que ça marche. Il fallait que ça ait la bonne manière. Vous savez, ça de la bonne manière. Puis tous les contremaîtres se plaignaient à Georges. Oh, lui, pas correct, lui, pas correct, lui, pas correct. Puis c'était souvent moi qui n'étais pas correct. Puis là, M. Sirois me faisait amener dans son bureau. Puis il y avait une photo de Robert sur son bureau. Tu sais, t'es fier de son fils. Bien sûr. Moi, je suivais les péripéties de Robert parce que je m'en servais là. Là, quand j'entends le bureau, je me dis, Sirois, quel est vous? Ben, Robert, il a bien été, il a fait ci, il a fait ça la semaine passée. Christ, t'es bon aussi, je suis content pour lui. Là, Bob, là, mon genre de ouais. Puis là, il tentait comme mal à l'aise de te donner de la merde, qu'est-ce qu'il voulait te donner. Fait qu'il disait, OK, M. Badin, là, puis tout à l'heure, là, tu as acheté 2 grosses, on va prendre bien ensemble, j'ai en fait de parler. OK, M. Sirois. Fait qu'on se met de Bob pour éviter de se faire chicaner par Georges, par ton père. Albert. Albert était pas trop sévère comme ça. C'est vrai qu'on faisait ça, là. Bob, ton père, 2 minutes. On va se rappeler de souvenirs de ton père. Parce que c'est une chose aussi qui est importante d'un gars dans une carrière. Quand il est bien entouré de parents qui aujourd'hui, là, c'est drôle de voir le comportement des parents dans les arénas quand ils ont un jeune qui a le moindrement de talent, comment ils deviennent fous. Bob, parle-moi donc un peu de ton père, justement. Comment tu as vécu ça, toi, ton hockey plus jeune? Écoute, moi, mes parents, ma mère, mon père, là, ils étaient présents à tous les matchs. Mon père, pas tout le temps, parce que souvent, il travaillait le soir ou la nuit, ou il restait à la brasserie prendre une coupe de bière avec Michel Labonté, jaser de business. Mais longue histoire courte, moi, mes parents m'ont jamais poussé. Mais ils m'ont toujours dit, mon père, ma mère m'ont toujours dit, puis à plusieurs reprises, donne tout ce que tu as à donner, puis c'est tout. Il n'y avait pas de... pour eux, là, c'était, je m'amusais, j'étais là, puis ils m'encourageaient. Ils venaient me voir à Québec, ils venaient me voir jouer à Shawinigan, ailleurs, ils venaient sur la route. Mais il n'y avait aucune pression de performer. C'était de travailler, te donner ton 100%, il était bien content. Bon, je produisais beaucoup, il était encore plus content, mais je veux dire, j'ai pas vécu, je suis chanceux parce qu'il y a beaucoup de parents qui voyaient leur carrière à eux à travers leur enfant. Oui, ils voyaient leur fonds de pension à travers l'enfant. Ouais. Moi, mes parents, mon père, écoute, il était bien content, mais il en était même gêné un peu, là, parce que le monde allait parler, M. Sirois, ton gars, Robert. Ben, il était fier, il était très fier, mais jamais rien dit. Écoute, à l'âge de 5 ans, il venait avec moi en patinoire dehors, puis il était dans le banc de neige, puis si je restais là 2 heures de temps, ben, il était 2 heures de temps planté dans le banc de neige, à fumer sa petite cigarette, puis à me puis Bob, si tu ratais un virage brusque, il te reprenait pas en revenant dans l'auto. Non, jamais. Non, écoute, je m'amusais, je travaillais, that's it. Il n'a jamais essayé de me montrer de quoi, puis dire, t'as mal fait ça, t'aurais dû faire ça. Ils m'ont jamais parlé de technique hockey. Jamais. Michel, toi qui as fait du taekwondo, est-ce que tes parents, ça doit être différent dans ton cas? D'abord, nous autres, on était une grosse famille. On était 9. Puis en plus, ma mère en a adopté 3 autres. Donc même pour ma mère, qu'on conseille 10 à la table ou 11, il n'y a pas de différence. Conseil 12 ou 11, c'est pas vrai, ou 13 ou 12, c'est la même affaire. Mon père, malheureusement, mon père, c'était un gars qui avait pas le sens bien du travail, puis c'est un alcoolique. Fait que j'avais pas de modèle. Moi, j'étais tout seul. Ma mère était fière de moi, elle ne pouvait pas venir à mes entraînements. Mais à toutes les fois que j'avais un tournoi, quelque chose, ma mère et ma tante, ils venaient tout le temps. J'étais encouragé. Puis, c'était correct. Mais j'étais encouragé. Tu l'écoutais-tu, ta mère? Tu l'écoutais-tu, ta mère?
Si? Si tu l'écoutais, ta mère. Oui. Ben, j'avais pas le choix. Oui, puis tu avais un respect pour elle. Tu avais un respect Ben oui, pour ben elle. oui. Vous voyez ma mère toute sa vie. Puis, ben oui. Puis, on n'avait pas le choix d'écouter, là. Moi, là, quand j'étais à l'école, puis on disait, donner les coups de bâton sur les doigts, là. Je dis au professeur, soit que c'est mon père qui vient, parce que si c'est ma mère, t'es dans la merde, te le dis, moi. OK, continue. Écoute, ma mère, à un moment donné, il est arrivé de quoi avec l'école? Moi, j'allais à l'école, on était juste enseigné par des frères, puis mes soeurs allaient à l'école qui avaient juste des sœurs. On était la dernière école catholique enseignée par des frères, l'école de Delors Langevin, ma sœur par des sœurs. À un moment donné, il est arrivé quelque chose avec ma sœur, puis la directrice s'est mise dehors de l'école, puis elle a appelé ma mère, puis là, ma mère est venue, puis là, elle a compté ma sœur. Ma sœur a dit, non, non, maman, elle m'a tenu par les cheveux, puis elle m'a brossé. Ma mère n'est pas brave. Elle est venue pour la peigner, puis elle a trouvé des ongles de la sœur dans la tête de ma sœur. Elle s'est allée à l'école, puis elle a planté la directrice. Pourquoi, de ping, bang, bing, bang, elle a planté la directrice. Touche pas mes enfants. Mais toi, par rapport à ton sport, le taekwondo, tes parents, ils te suivaient-tu? Ta mère, tu disais qu'elle allait dans certains de tes combats. Mon père a commencé à me suivre. Mon père, là, il a commencé à me suivre quand il a réalisé que j'étais bon. OK. Là, il a commencé à gagner le championnat canadien. Là, il est venu avec moi à des tournois à Winnipeg. Comme ça, il est venu à Calgary. Mais mon père, il n'a jamais suivi mon entraînement. Puis il me disait, fais-moi pas honte. Non, bon, pas honte. Viens pas, tabarnak. C'était pas craqué. C'était pas craqué. Il n'était pas un modèle, mais quand il a vu que c'était profitable pour lui de venir, il a commencé à venir. Mais ma mère m'a suivi tout le temps. Ma mère, j'étais encouragé par ma mère. J'ai eu une bonne. Mon père, on dit tout le temps, finalement, c'était pas un mauvais père, il ne nous a pas battus. Hey, les gars, pour finir l'émission, puis je pense qu'on va recommencer sûrement dans les prochaines semaines, là, parce que Michel, entre autres, j'ai bien des choses à te parler. Bob, j'y parle régulièrement aussi, mais Michel, on va se reparler de ton livre. Parce que Bob, il fait plus attention de ne pas faire d'erreur. Oui. Non. Il s'en vient politicien, Bob. Hey, moi, je voterai Bob tout de suite demain matin. Il sait. Les gars, je voulais juste qu'on finisse par un petit clin d'œil à la soirée du mercredi, parce que j'aime regarder avec Bob des avancées de la fondation. Puis quand on marque des buts, j'aime ça en faire mention avec Bob Sirois. Puis Michel, tu commenteras. Écoutez, on a eu la visite des trois du Parti québécois qui ont accepté de poser avec le chandail d'équipe Québec. Et on sait que Pierre Plamondon est très ouvert à l'idée, même que le Parti québécois a déjà fait une motion à l'Assemblée nationale qui a été refusée par la CAQ. Les gars, moi, en tout cas, mercredi, j'étais bien content. Cette photo-là, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Donc, j'aimerais ça qu'on termine l'émission en parlant de tout ça. Il faut que ça aille au niveau politique. Je vous ai parlé tantôt d'Isabelle Charest, vous ne m'en avez pas parlé. Je pense qu'elle est une de celles là, qui bloque On parlait que les athlètes qui s'en allaient en Europe là, cet été représenter le Québec ont 0 scène du gouvernement québécois en ce moment, puis on fait des pressions là-dessus pour que ça change. Et ça passe par Mme Charest. Les gars, parlez-moi un peu Là, on m'a laissé pas parler parce que je ne suis pas vraiment au courant du dossier. Bon, en gros, Mme Isabelle Charest, c'est une Québécoise qui vient de la région de Rimouski en plus, même coin que Pascal Bérubé. Pascal a parlé avec elle. Mais vous savez, les gars, elle était en patinage de vitesse. Elle a été chef de mission après sa carrière avec Team Canada en patinage de vitesse. Et pour elle, c'est tellement peur de perdre des privilèges qu'elle reçoit de Sport Canada et du Comité olympique. Tous nos athlètes québécois, la majorité, c'est pas juste Isabelle Charest, c'est tous nos athlètes québécois qui ont porté l'uniforme canadien aux Jeux olympiques et qui ont remporté des médailles. Eux espèrent tous avoir une après-carrière.
avec le Comité olympique canadien ou avec la Fédération canadienne. C'est des emplois qui sont assez bien rémunérés. Et pour eux, pour moi, là, ce sont un paquet d'égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes et non pas au futur de nos jeunes. Eux ont Voilà. participé dans des Jeux olympiques. Pour eux, recevoir de l'argent après ça pour un emploi avec Sport Canada ou Comité olympique canadien ou la Fédération canadienne, c'est dans leur plan de match. Ils se foutent carrément du futur de nos jeunes. Ils veulent pas que d'autres jeunes Québécois puissent avoir la même chance qu'eux. Ils se disent, faut qu'ils soient les meilleurs au Canada, sinon qu'ils restent au Québec. Et moi là, le problème avec nos équipes Québec, c'est pas le Canada anglais qui nous bat. Ce sont des Québécois. Ce sont des Québécois. Legault, c'est un Québécois. Charest, c'est une Québécoise. Des Canadiens, il y a beaucoup de Canadiens. Moi, quand j'ai écrit mon premier livre, il a été traduit en anglais. J'ai passé une semaine à Toronto. Le livre s'appelait Discrimination in the NHL. Ça frappe, là, ce titre-là. Et puis, j'ai passé à plusieurs émissions télévisées, radiophoniques, ligne ouverte. Savez-vous quoi, les gars? Même les médias canadiens me disaient que j'avais raison. Les gens téléphonaient. Les Canadiens, là, c'est des Irlandais, c'est des Écossais, ce sont des Gallois. Et ce sont des gens qui comprennent très bien que le Québec est comme l'Écosse, qu'on devrait avoir de nos équipes. Le problème, il n'est pas au Canada anglais. Le problème, il est ici avec les nôtres. C'est grave. Couillard, d'avant, c'était Couillard. Là, Legault, on n'a pas de volonté gouvernementale de le faire. Ben oui, avant qu'il soit élu, Legault nous envoyait de l'argent à la Fondation. 3 reprises, il nous envoyait 300 $, il nous envoyait des belles lettres, là, je sais pas. Puis il savait très bien c'était quoi la mission. François Legault a rencontré à son bureau de l'Assomption Stéphane Ellinger. Et il a dit à Stéphane Ellinger que lui, il en voulait des équipes Québec, que quand il serait premier ministre, il mettrait ça sur pied. Ah, c'est un autre peureux. Un autre peureux. On fait affaire avec des Québécois pissous, comme mon père disait. Sont là avec des belles grandes paroles, mais quand il est le temps de passer à l'action, ils bougent pas. C'est quoi, hein, Michel? Aller te battre là, dans une arène, là. Tu y allais te battre, mais eux autres, là, le jour qu'ils embarquent dans l'arène, là, non, mettre un genou à terre, avant d'embarquer. Ils ont un genou à terre avant d'embarquer. C'est ça. En plein ça. Hey, les gars, alors, merci beaucoup. Bonne réponse, Robert. Oui. Fait que là, on finit ça de même. Moi, je vous répète, le livre, Une vie inclin. Juste dire, l'as-tu dit qu'on peut l'acheter ou qu'on peut l'acheter en ligne? À boutique.bouquinbet.ca. Oui, je l'ai montré tantôt. Puis un autre livre que je suggère fortement, le livre à Robert, le dernier livre sur l'équipe nationale du Québec. Là. Ça serait bon. Tout le monde lirait ça, là, il comprendrait qu'on est lésé dans nos droits. Là. Ben oui, puis Michel, pendant que Bob sort son livre, quand on lit ce livre-là... C'est beau, là. Oui, merci. On le voit, là, bien. Merci. Quand on lit ce livre-là, on sort du mythe et on s'en va directement dans la réalité. Plusieurs vont nous dire, vu qu'on n'est pas un pays, il faut attendre l'arrivée du pays pour avoir nos équipes. C'est pas vrai, faux. C'est totalement faux. Puis, tous les avantages que ça pourrait avoir. Et je vais demander à Bob, puis Michel, tu vas commenter après. Le ministère du Tourisme. Quand il y a une équipe du Québec qui s'en va défendre le Québec aux couleurs du Québec, comment ça rapporte à une région, comment ça que le gouvernement, pas juste Mme Charest, mais le tourisme, ces deux-là ne se parlent pas pour donner des budgets à ceux qui osent défendre les couleurs du Québec au niveau international. Écoute nous autres, vas-y, Robert. Le ministère du Tourisme du Québec a un budget de plusieurs millions. On ne parle pas de 1 puis 2 millions, là, on parle d'un budget d'à peu près 100 millions. Cette année, là, on s'en va en Autriche. Je ne sais pas si le Québec a une maison du Québec en Autriche, je ne suis pas certain. Mais le Québec
fait de la publicité à coût de centaines de milliers de dollars un peu partout à travers le monde, dans tous les pays. On parle de millions. Une équipe nationale donne plus en retour que n'importe quelle maudite annonce qu'ils peuvent passer. Je me souviens, quelque chose qui m'avait fait très mal. Ben, très mal. Vous savez, quand on a vendu de l'électricité à l'État de New York, notre électricité d'Hydro-Québec, pour des centaines de millions de dollars. Quand j'écoute les nouvelles aux États-Unis régulièrement, je suis 3-4 heures par jour sur le Congrès américain et tout ce qui se passe aux États-Unis. Le gouverneur de l'État de New York était très fier d'annoncer qu'il venait de faire une entente pour acheter de l'électricité canadienne. Ça fait chier. Ça fait chier. Oui, elle est canadienne, c'est de l'électricité québécoise. Québécoise, le Canada n'en veut même pas. C'est ça. Mon point est là. C'est que tant qu'on ne sera pas reconnu comme nation à l'échelle mondiale, on va avoir des problèmes. Et le meilleur véhicule pour être reconnu comme nation, c'est des équipes nationales. Et puis, si on avait des équipes nationales depuis 10 ans, 15 ans, mais ce gouverneur-là de l'État de New York, au lieu de dire qu'il venait d'acheter de l'électricité canadienne, il aurait dit « I just bought electricity from Québec ». Aussi simple que ça. Ils n'en veulent pas d'équipe nationale, Robert. Ben oui, on le sait, ça. D'abord, parce que c'est trop identitaire. C'est trop identitaire. Le sport, c'est ce qu'il y a de plus rassembleur. Ben oui. Il n'y a rien de plus rassembleur que le sport. Exact. Peux-tu imaginer, fais juste t'imaginer un jour, là, que ce soit la Coupe du Monde, là, Québec contre Canada en finale. Mm-hmm. Là, ça serait épouvantable, mais jamais qu'ils vont vouloir. Ils veulent pas ça. C'est trop rassembleur, trop identitaire. Non, c'est ça. Voilà. Pourquoi tu penses qu'ils ont commencé à éliminer les Québécois avec le Canadien de Montréal? Tout de suite après le référendaire, le dernier référendaire, il y a eu des ordres qui sont venus des actionnaires du Canadien de Montréal. Trop rassembleur, c'est dangereux. Ça unit trop le Québec, les Québécois. Il faut diminuer le nombre de Québécois, c'est notre équipe. Tout simple que ça. Fait que les boys, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, les gars. On va se reprendre, Michel, dès les prochaines semaines parce que je veux parler de ton livre. On n'en a pas parlé encore assez. Fait qu'on se revoit dans les prochaines semaines. Merci, les gars, puis on se reparle tout le temps. Merci, Robert. Merci, Carl. Ça me fait terriblement plaisir de passer un peu de temps avec vous autres, les boys. Merci. Salut. Puis, je vais vous laisser tout le monde avec une musique que justement Michel m'a proposée, une chanson de Éric Lapointe. Puis ça va avec le sujet qu'on a parlé, c'est que notre ministre Charest, notre gouvernement en matière sportive, en ce qui concerne les équipes nationales, font n'importe quoi. Alors, Michel aime beaucoup Monsieur Éric Lapointe. Alors, je vais terminer l'émission avec n'importe quoi d'Éric Lapointe. Alors, merci tout le monde et à la prochaine. Tu veux tout, je te promets n'importe quoi. Tu m'as dit le mot le plus doux. Je n'aimerai jamais que toi. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. L'article 174 dit en toutes lettres, l'homme, le mari, doit protection à sa femme, la femme, obéissance à son mari,
Point, c'est clair, c'est net, c'est français.